Hola amigos et amigas, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, Charles Darwin et sa théorie de l'évolution. Cette notion d'évolution, pas toujours comprise par tous et qui bouleversera notre rapport au monde. Embarquons ensemble dans l'une des plus grandes découvertes scientifiques de l'histoire de l'humanité. On vous rappelle qu'on a écrit un livre et qu'on a besoin de 150 précommandes pour pouvoir le publier. Le lien est dans la description et de toute façon, on vous en reparle à la fin de la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, et on est parti. Août 1831, Charles Darwin, âgé de 22 ans, vient d'obtenir son diplôme de l'université de Cambridge. Ce Britannique, fils de bonne famille, a donc de quoi être heureux. Il est passionné par l'histoire naturelle, voue un culte à Pline l'Ancien, considéré comme le premier naturaliste de l'histoire, et devient un élève de Robert Edmond Grant. Ce dernier est un fervent partisan de la théorie de l'évolution, du naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck. Parce que oui, cette fameuse théorie ne vient pas de Darwin, même si c'est bien lui qui la popularisera. En attendant, le jeune Darwin s'ennuie beaucoup. Il est confiné chez lui et se sent comme une personne enfermée en prison pour ses dettes. Ce sont ses propres mots. Il est fasciné par les récits d'aventure et se désespère de pouvoir en vivre une un jour, lui aussi. Il avait déjà tenté d'organiser une expédition à Tenerife, mais la logistique était trop complexe. Charles devait bien se résoudre à la nécessité de gagner sa vie, probablement comme vicaire d'une paroisse rurale. Rien qui puisse remplir le cœur de notre rêveur. C'est alors que notre jeune diplômé reçoit une lettre et avec une immense opportunité. Cette lettre provient de Robert Fitzroy, un officier de marine, aristocrate, qui cherche une personne pour l'accompagner dans son voyage d'exploration en terre de feu. Fitzroy, comme c'était souvent le cas dans ce genre d'expédition, souhaite embarquer avec un naturaliste, qui pourra alors explorer, observer et prélever tout ce qu'il trouve. Cependant, Darwin n'est pas un premier choix. Notre officier a déjà proposé à 2 autres personnes de l'accompagner pour la traversée. De plus, sa première rencontre avec Charles n'est pas concluante, et le naturaliste ne fait pas bonne impression. Vous ajoutez le fait que le père de Charles n'est pas du tout chaud pour financer l'expédition et laisser son fils partir à l'aventure. Et vous comprenez que ça s'annonce compliqué. On peut comprendre le daron. Les voyages de ce type terminaient régulièrement en naufrage. Les risques de mourir de maladie étaient encore plus grands, et l'Amérique du Sud était en grande partie inexplorée et sauvage. Mais le père finit par entendre raison et accepte que son fils fasse ce voyage si risqué. Ce voyage à bord du Beagle, qui était prévu pour 2 ans, va en durer 5. Et non seulement ils vont visiter l'Amérique du Sud, mais également l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Tahiti, de nombreux pays d'Afrique et plusieurs îles de l'Atlantique et du Pacifique. Darwin va passer les 2 tiers de son expédition sur la terre ferme. Il va récolter de nombreux organismes vivants et fossiles, qu'il enverra au fur et à mesure à son université de Cambridge, accompagnés de commentaires pour chacun d'entre eux. Cela va grandement contribuer à sa renommée et à sa bonne réputation, auquel il faut ajouter la publication d'un livre, appelé « Le voyage du Beagle ». Je vous ai dit qu'on sortait un livre ? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Charles fait de nombreuses observations, dont certaines vont être décisives dans sa compréhension du monde. Il va émettre la théorie selon laquelle les atolls coralliens se forment sur des cônes volcaniques en cours de submersion, ce qui sera confirmé une fois passé dans les îles Coco. Il observe tous les animaux sur tous les continents, les nandous en Argentine, les tortues en Équateur, l'ornithorynque en Australie, et également les minimis, ces petits oiseaux provenant des îles Galapagos. Le truc avec cette espèce, c'est qu'en fonction de l'île de provenance, on pouvait noter des petites différences comportementales, mais surtout physiques. C'est la première fois que Darwin se questionne réellement sur une possible évolution des espèces. Lors du voyage, le Beagle accueillait également 3 indigènes de la Terre de Feu, un archipel situé entre l'Argentine et le Chili. Ces 3 hommes reviennent d'un séjour de 2 ans en Angleterre, où ils sont devenus civilisés. De sorte que lorsque Darwin rencontre leurs proches sur leur terre, il les méprise, parce qu'il était habitué à ses 3 camarades et à leur manière à l'occidentale. Néanmoins, quand l'un des 3 hommes choisit de rester sur place, dans son pays natal,
Darwin discute avec lui et révise son jugement. Au retour du Beagle, Darwin est devenu une célébrité du monde scientifique. Son ancien professeur, le révérend John Stevens Henslow, a permis la propagation de son travail. Charles, après avoir revu sa famille, file à Cambridge rejoindre Henslow, qui lui conseille de trouver des naturalistes pouvant analyser les ossements fossiles qu'il a ramenés de son voyage. Son père accepte de le financer, mais les premières approches ne sont pas concluantes. La plupart des naturalistes ont beaucoup de travail à gérer, et les spécimens de Darwin risquent de finir au placard. C'est finalement l'anatomiste Richard Owen qui va étudier la collection de Charles. Parmi tous ces éléments, il va réussir à identifier des paresseux géants, un glyptodon et un toxodon, 3 espèces d'Amérique du Sud qui ont aujourd'hui disparu. La Société géologique de Londres et la Société zoologique de Londres, ainsi que l'ornithologue John Gould, s'intéressent également à ces travaux. Ce dernier confirmera d'ailleurs la théorie de Darwin concernant les oiseaux des Galapagos, qui sont 13 espèces distinctes provenant de la même souche. En février 1837, Charles Darwin est élu au conseil de la Société géographique. Tout ça grâce à son expédition. En mars de la même année, Charles s'installe à Londres et intègre des cercles de scientifiques et de savants. Il fréquente ces penseurs aux idées diverses, et certains, comme le docteur James Mambiguli, évoquent l'idée d'une transformation des espèces. Pour d'autres scientifiques, cette idée que partage Darwin est une hérésie qui remet en cause la base divine de l'ordre social. Darwin a l'intuition que les espèces animales qu'il a pu trouver sur les îles Galapagos se sont modifiées une fois arrivées sur ces îles pour former des espèces nouvelles. Charles, à ce moment-là de sa carrière, est obsédé par le travail. Il enchaîne jour après jour, nuit après nuit, sans relâche. En plus de ses études sur le transformisme, qui donnera ensuite l'évolution, il réécrit son journal de voyage. Il entreprend de réviser et de publier tous les rapports d'experts sur les spécimens qu'il a ramenés de son périple. En plus de tout ça, il écrit un livre sur la géologie en Amérique du Sud, et le tout dans des délais impossibles à tenir. Ce qui devait arriver arriva, et Charles Darwin commença à ressentir les effets du surmenage. Il souffre de palpitations au cœur et doit prendre un mois de repos. Sauf que ce mois de repos se fait chez les parents du côté de sa mère, et que son oncle Joss lui présente un endroit où des cendres ont disparu sous la glaise, et qu'il suggère que c'est l'œuvre des lombrics. Cela donnera à Darwin l'idée d'une conférence sur le rôle des lombrics dans la formation des sols. Il n'arrête jamais, et en mars 1838, il accepte le poste de secrétaire de la Société géologique, qui s'ajoute à sa masse de travail déjà conséquente. Son principal intérêt restant le transformisme. Il observe tout et interroge tout le monde. Lors d'une journée au zoo, il va pour la première fois intégrer l'homme à ses réflexions, en remarquant la ressemblance entre le comportement d'un singe et celui d'un enfant. En juin 1838, les problèmes de santé le rattrapent, à cause de maux d'estomac, de migraines et de symptômes cardiaques. Ces soucis de santé le suivront jusqu'à la fin de sa vie, et aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement quelle maladie le rongeait. Des chercheurs ont avancé la maladie de Chagas, la maladie de Meunière, la maladie de Lyme ou encore des troubles paniques, mais pas de réponse formelle. Une fois rétabli, une question importante va se poser pour notre Charles. Mariage ou pas mariage? C'est pas une petite décision, il lui faut peser le pour et le contre. Il listera dans une lettre les avantages et les inconvénients. D'un côté, une compagne fidèle et une amie dans la vieillesse, c'est mieux qu'un chien. Et de l'autre, moins d'argent pour les livres et terrible perte de temps. Il se décide finalement pour le mariage, demande la main de sa compagne Emma, qui accepte même si elle émet quelques réserves concernant les recherches de son futur mari. Celui-ci travaille sur une théorie qui pourrait heurter sa foi anglicane. Et cette théorie, elle continue d'avancer. Charles étudie la lutte pour la vie des animaux sauvages et remarque que ces espèces ont des variations favorables qui rendent leur organisme plus apte à survivre et qu'ils peuvent ensuite les transmettre à leur progéniture. Dans l'autre sens, les variations défavorables ont tendance à disparaître. Ce processus amène à la longue à la formation de nouvelles espèces. C'est la base de l'évolution, qu'il divise en 2 catégories. Les variations rapides qui ne sont pas héritables et qui n'ont pas d'influence à long terme.
les maladies, l'activité sportive qui toutes les deux transforment le corps, ou encore le bronzage par exemple, et les variations longues qui modifient le phénotype sur des centaines, voire des milliers de générations. Il développe dans le même temps le concept de sélection naturelle, qui désigne le fait que les traits qui favorisent la survie et la reproduction deviennent de plus en plus fréquents. Mais Darwin a conscience qu'il lui faudra encore beaucoup de travail pour convaincre le milieu scientifique. D'ailleurs, lors d'une réunion de la Société géologique, deux de ses collègues, Richard Owen et William Buckland, s'en prennent violemment au français Jean-Baptiste de Lamarck, inventeur de la théorie de l'évolution. La plupart de ses amis le désavouent en privé, et seul le botaniste Sir Joseph Dalton Hooker le soutient dans sa démarche de publier officiellement sa théorie. En octobre 1844 est publié Vestiges de l'histoire naturelle de la création de Robert Chambers. Ce livre, qui fait la promotion du transformisme, est un best-seller et ouvre la voie à la théorie de Darwin. Mais l'ouvrage est également critiqué par une bonne partie du monde scientifique de l'époque, donc rien n'est joué. D'autant que Charles est toujours malade. Vous ajoutez à cela le décès de son père et celui de sa fille, et vous comprenez que le monsieur a besoin de repos. Il séjournera ensuite plusieurs mois dans la ville thermale de Malvern, et ça lui fera le plus grand bien, selon ses propres mots. En 1853, il obtient la médaille royale de la Royal Society, ce qui renforce sa réputation de biologiste. Pendant toutes ces années de travail, il étudie les cirripèdes et renforce sa théorie en montrant que de légers changements morphologiques peuvent permettre aux espèces d'affronter de nouvelles conditions de vie. Il continue ses recherches pour savoir si les œufs et les graines sont capables de survivre à un voyage dans l'eau salée, et donc à élargir leur espèce sur différents continents. Après avoir lu un article d'Alfred Russel Wallace, intitulé « L'introduction des espèces », il se décide à publier un article sur sa théorie, histoire de ne pas se faire piquer l'idée par un autre. Ce serait con. Sauf que cet article se transforme petit à petit en livre. 13 mois plus tard, le 22 novembre 1859, l'ouvrage de Charles Darwin est publié. L'origine des espèces, puisque c'est le titre raccourci, est un succès, auprès du public en tout cas. Darwin ne mentionne pas beaucoup l'homme dans son ouvrage, préférant éviter un sujet encore plus épineux. L'ouvrage se vend très bien, mais les polémiques arrivent, et elles vont être nombreuses. Certains scientifiques soutiennent Darwin, comme Ernst Haeckel, Ernest Renan ou encore Thomas Henry Huxley. D'autres sont dubitatifs et se questionnent sur la capacité des individus à transmettre leurs capacités à leurs descendants. Il faudra attendre la découverte de l'existence des gènes pour obtenir la réponse. Les critiques se concentrent principalement sur le grand non-dit du livre de Darwin, l'origine de l'homme et son lien avec les singes. Le public confond alors les œuvres de Darwin et celles de Lamarck, qui lui parle bien d'une origine commune entre les deux espèces. Des centaines de journaux le moquent en le caricaturant en singe. Pour de nombreux religieux, protestants principalement, il est vu comme l'incarnation du diable. Je pense que rarement un homme a suscité autant de haine que Darwin dans ces années-là. Le débat le plus houleux aura lieu à Oxford, lors d'une réunion de l'Association britannique pour l'avancement des sciences. John William Draper et Joseph Dalton Hooker défendent férocement le travail de Darwin contre l'évêque d'Oxford, Samuel Wilberforce. Mais c'est Thomas Huxley qui va rentrer dans les mémoires. En effet, quand Wilberforce lui demande s'il descend du singe par son grand-père ou par sa grand-mère, Huxley lui répond qu'il préférait descendre du singe plutôt que d'un homme instruit qui utiliserait sa culture et son éloquence au service du préjugé et du mensonge. Cette polémique est au départ très anglicane, surtout liée aux églises protestantes. Mais il fallait bien que le gros mastodonte donne son point de vue. L'église catholique, au vu de l'ampleur de l'affaire, était obligée de donner sa version officielle. Il se trouve que l'Église n'a jamais remis en cause l'évolution et les travaux de Darwin. Il ne rejette pas du tout l'évolution des espèces animales ou celle de l'homme. Simplement, ils insistent bien sur le fait qu'il a fallu une intervention divine pour créer l'univers et pour en dicter ses lois. Darwin, toujours malade, ne peut pas vraiment se défendre lui-même. Il observe les débats de loin. Il faut dire que ses défenseurs sont excellents. Hooker et Huxley sont sur tous les fronts,
Et petit à petit, la communauté scientifique commence à adhérer aux travaux de Darwin. L'origine des espèces est traduite en plusieurs langues et devient un best-seller mondial, succès rarissime pour un ouvrage scientifique. Pendant les 20 dernières années de sa vie, Charles Darwin va continuer ses recherches et son travail. Mais jamais il ne s'attaquera au point le plus controversé de sa théorie, le fait que l'humanité ne provient pas de nulle part, mais est elle aussi un produit de l'évolution naturelle. L'un de ses principaux axes de travail, c'est la transmission des caractères acquis. En gros, vous avez les caractères héréditaires comme la couleur des cheveux, certaines maladies génétiques ou encore la corpulence, et vous avez les caractères acquis, qui apparaissent en fonction des conditions de vie. Par exemple, si un des parents se coupe un doigt, les enfants naîtront bien avec leurs 10 doigts. Jusqu'à une date récente, rien ne prouvait la transmission héréditaire des caractères acquis. Mais des travaux récents, au XXIe siècle, montrent que dans certains cas, c'est possible. Des chercheurs suédois ont réussi à prouver que des grands-parents ayant vécu la famine ont pu transmettre du diabète et des maladies cardiovasculaires à leurs petits-enfants. Mais finalement, la maladie emportera Charles Darwin le 19 avril 1889. Il sera enterré dans l'abbaye de Westminster, près de l'astronome John Herschel et d'Isaac Newton. L'évolution aura retenu Charles Darwin comme l'inventeur, ou du moins le propagateur, de la théorie de l'évolution naturelle des espèces. Jean-Baptiste Lamarck et Alfred Wallace restant plus obscurs pour le grand public. Sa théorie a créé les bases de la biologie moderne, et aujourd'hui les scientifiques du monde entier sont unanimes pour reconnaître la véracité de l'évolution naturelle. Darwin a été récupéré par presque tous les bords politiques et sociaux, à part les religieux. Il existe même une cérémonie baptisée les Darwin Awards, récompensant les morts les plus ridicules de l'année. Bref, vidéo compliquée à écrire. Je ne suis pas scientifique, et le but de cette vidéo n'est pas de valider scientifiquement la théorie de l'évolution. Encore une fois, je fais confiance aux scientifiques et savants du monde entier qui considèrent que c'est l'explication. Cette vidéo, c'était surtout pour vous raconter la vie de Charles Darwin et le processus qui l'a amené à révolutionner l'histoire du monde. Je pense qu'on peut le dire. Comment on travaille et on publie une idée qui va tout changer? Une idée tellement novatrice et à contre-courant de la pensée scientifique des siècles précédents qu'il était évident que des polémiques très violentes éclateraient. Et pourtant, il y allait. Respect Charles. Chose promise, chose due, on vous parle du livre. Faut qu'on vous annonce un truc, on a écrit un livre. Oui, vous avez bien entendu. Ça nous a pris 6 mois de travail à 4 mains et on a adoré bosser sur le projet. Depuis le début de la chaîne, on s'est rendu compte que le Moyen-Âge, c'était votre période historique préférée. Mais c'est aussi celle qui fait le plus l'objet de clichés. C'est pour ça qu'on vous propose, grâce à ce livre, de débunker ensemble, sans idées reçues, sur le Moyen-Âge. Religion, sexualité, hygiène, rien ne sera oublié. On l'a pensé comme le cadeau idéal à offrir à un proche ou à soi-même, qu'on soit passionné d'histoire ou simplement curieux. Avec cet ouvrage, on est sûr que vous apprendrez des choses sur le Moyen-Âge. Pour ce projet, on a travaillé avec la plateforme Dashbook, qui nous met au défi d'atteindre 150 précommandes en 45 jours pour valider la publication du livre. Si vous voulez en savoir plus tout de suite, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo dédiée. On vous y explique tout. Le lien pour précommander notre livre est dans la description. On espère qu'il vous plaira et on compte Sur votre soutien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine.